Un garçon de 9 ans colla son oreille contre la terre craquelée derrière la maison et entendit « Ne laissez plus papy ici en bas ». Juste une phrase vague, mais c'était la pièce manquante qui allait révéler une vérité stupéfiante. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Carter Wren, 9 ans, venait d'emménager ici avec ses parents le matin même. Le camion de déménagement loué était encore garé le long du trottoir. Son père, Stéphane, portant sur son épaule une lourde boîte, plaisanta « La prochaine fois que papy te donne quelque chose, assure-toi de vérifier ce que c'est avant de dire oui ». Sa mère, Daisy, ne répondit pas. Elle essuyait soigneusement un vieux cadre photo, la seule chose qui restait de son père disparu depuis longtemps, qui avait autrefois possédé cette terre même. La maison en bois se dressait silencieusement à la lisière de Hardwill, une ville où personne n'avait vécu depuis plus de 20 ans. « Carter, ne t'éloigne pas de la maison », lança Daisy, le ton sec, teinté de frustration, alors qu'elle se débattait avec une chaise coincée dans l'encadrement de la porte. « Oui, maman », répondit Carter, mais ses yeux étaient fixés sur quelque chose de plus loin dans le jardin. Il sortit, et ses vieilles baskets firent des bruits spongieux sur l'herbe épaisse et piquante de petites épines. L'air de fin d'après-midi portait encore l'humidité de la pluie du matin. Une odeur de terre mouillée, de feuilles en décomposition et quelque chose de légèrement âcre flottait dans la brise. Carter se dirigea vers un coin caché où l'herbe poussait anormalement haut. Là, au milieu des mauvaises herbes, se trouvait une parcelle de carrelage brisée. Personne n'aurait pu dire à quelle structure elle avait appartenu. Seules quelques briques rouges conservaient encore une forme, bien qu'enfoncée et en ruine. Ce qui attira l'attention de Carter, c'était le centre de la zone carrelée. Elle semblait légèrement surélevée. Il s'agenouilla et posa sa main sur la surface protubérante. Elle était fraîche, humide, et quelque chose clochait. Carter se pencha, collant son oreille contre la surface, comme il le faisait souvent enfant, pour écouter le bourdonnement des machines, l'eau qui coule, ou simplement pour voir si le silence lui-même avait un son. Et c'est alors qu'il l'entendit. Une voix, très faible, très lasse. « Ne me laissez pas ici en bas. » Carter se figea. Il leva les yeux, recula d'un pas, son cœur martelant sa poitrine à un rythme inhabituel. Il balaya la zone du regard. Rien, à part le vent faisant bruisser les feuilles et la lumière du soleil filtrant à travers les vieux arbres. « Papy » murmura-t-il, la gorge sèche. Puis, comme par instinct, Carter se pencha de nouveau, approchant son oreille du sol. Silence. Il ferma les yeux et se concentra. « Ne me laissez pas ici en bas. » La voix semblait venir de très profond, portée par le vent à travers une fissure étroite. Ce n'était pas exactement un gémissement, mais elle était chargée d'épuisement et de désespoir. Carter recula en se débattant, se releva d'un bond et s'éloigna en titubant du patio de pierre fissurée. Il ne cria pas encore, mais ses pas devinrent mal assurés. Au moment où il atteignit la porte arrière, tout son corps tremblait. Daisy se retourna juste au moment où elle posait une boîte de livres. « Carter, qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» Il secoua la tête, puis hocha la tête. « Il y a quelqu'un là-dessous. » La voix de Carter était instable, à peine audible. « Là-dessous » ? Sous les dalles de pierre, derrière la maison. Quelqu'un a parlé. Ils ont dit « Ne me laissez pas là-dessous ». Stéphane s'approcha, fronçant les sourcils. « Qui penses-tu être là-dessous » ? « Je ne sais pas, » dit Carter en secouant la tête, les yeux écarquillés. Ça ressemblait à un vieil homme, mais vraiment faible, si faible. Le couple échangea un regard. Stéphane expira et s'assit à côté de son fils. « Tu as peut-être mal entendu. Ça aurait pu être une canalisation d'eau ou des racines qui bougent sous terre. Tu sais comment sont les vieilles maisons, pleines de bruits étranges. » « Ce n'était pas un bruit, papa, » murmura Carter. C'était une phrase. Une supplique. La pièce devint silencieuse. Daisy regarda vers le jardin, son regard devint soudain lointain. Elle avait vécu ici autrefois, quand elle n'était qu'une petite fille. Cette terre appartenait à Eugène, son père, qui avait disparu plus de 20 ans auparavant. Mais quel lien Eugène aurait-il avec cette parcelle de pierre brisée ? Et pourquoi Carter entendrait-il sa voix ? Daisy se leva sans un mot. Elle marcha lentement vers la porte arrière, les yeux fixés sur les carreaux fissurés et couverts de mousse, la même d'où Carter venait de revenir, pâle et secoué par cette phrase obsédante. Carter s'agrippa à la main de sa mère, tremblant encore. « Je n'invente pas. Je l'ai entendu clairement. Il ne veut plus rester là-dessous. » Personne ne dit un mot.
Seule la lumière dorée du crépuscule s'étirait sur le jardin, jetant des ombres sur les pierres délavées où un secret enfoui depuis plus de 2 décennies pouvait maintenant être en train de refaire surface, chuchotant depuis les entrailles de la terre. La pluie commença à tomber vers 18 heures. Pas une pluie battante, juste une bruine froide et éparse, mais suffisante pour faire grincer le vieux plancher en bois d'humidité. À l'intérieur de la maison, une douce lumière jaune provenant de la cuisine se déversait sur le plafond, créant une impression de faux calme. Daisy faisait frire des œufs pour Carter. Stephen ouvrit une conserve de ragoût, la posa sur la cuisinière électrique et remua. Il jeta un coup d'œil à son fils. « Tu veux que j'ajoute du fromage ?» Sa voix était délibérément douce, comme si tout était encore normal. Carter ne répondit pas. Il était assis bien droit, les mains soigneusement jointes sur la table en bois usé, les yeux fixés sur le verre d'eau devant lui, comme s'il attendait qu'il change de couleur ou révèle un secret. Stephen essaya de nouveau. « Tout à l'heure, tu as dit avoir entendu quelqu'un. À quoi ressemblait cette voix ?» Carter cligna des yeux. Après une longue pause, il se tourna. « Comme un vieil homme, dit-il lentement. Mais pas effrayant. Il avait l'air triste. » Daisy tourna la tête, restant silencieuse quelques secondes. Le garçon continua, il a dit, ne le laissez plus ici en bas. Et puis il a murmuré, Eugène. La louche dans la main de Stephen se figea en plein mouvement. Daisy serra plus fort la poignée de la poêle, les yeux toujours fixés sur la faible flamme bleue. Tu as entendu ce nom clairement ? Demanda-t-elle, la voix rauque. Carter hocha la tête. Oui. Il a dit, mon nom est Eugène. Daisy se figea. La cuillère dans sa main glissa et atterrit sur la table avec un son faible et délicat, qui pourtant résonna vivement dans le silence. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Elle se retourna, la voix chancelante. Carter leva les yeux, ses yeux marron foncé clignant de confusion, mais il se répéta, plus certain cette fois. Il a dit son nom. Je n'ai pas tout saisi, mais il a dit, je suis Eugène. Ne me laissez plus ici en bas. Stephen se tourna vers sa femme, son expression sceptique, mais Daisy ne bougeait pas. Ses yeux étaient rivés sur Carter, comme si quelque chose l'avait ramené en arrière, vers un lieu enfoui depuis longtemps. L'air devint lourd. Stephen posa sa boîte de conserve et se leva, rapprochant sa chaise de la sienne. « Ça va ?» Daisy secoua à peine la tête. Puis elle sortit de la cuisine, se dirigeant droit vers la chambre qu'il n'avait pas fini de déballer. Carter la regarda partir, puis murmura doucement, « Il a dit que tu lui manques. » Daisy l'entendit. Elle ne se retourna pas, mais sa main s'arrêta sur le cadre de la porte. Cette nuit-là, après que Carter fut couché et que Stephen parcourait les nouvelles sur son téléphone, Daisy sortit un vieux coffre. Il avait été poussé sous la commode, enveloppé dans un tissu délavé et épais de poussière. La petite serrure était encore intacte, aucune clé n'était nécessaire, une légère pression du doigt suffisait. À l'intérieur se trouvaient des choses sur lesquelles personne dans la famille n'avait jamais posé de questions. Un cadre photo jauni, quelques lettres manuscrites, une coupure de journal usé et une enveloppe Kraft contenant une copie du certificat de décès de son père, Eugène Hartley. Daisy souleva chaque objet avec soin, comme si elle craignait de déranger quelque chose qui était encore en vie. Elle prit la photo, prise en 1999, un homme grand, d'âge mûr, avec des yeux profonds, une chevelure abondante et des mains légèrement rudes, souriant radieusement alors qu'il se tenait dans un verger de pommiers. Eugène Hartley, son père. L'homme qui avait disparu sans laisser de traces à l'hiver 2002. Elle venait d'avoir 15 ans à l'époque. Le journal local avait rapporté qu'Eugène Hartley était parti pour une promenade matinale dans les bois et n'était jamais revenu. Ils avaient qualifié cela de « disparition regrettable sur un terrain dangereux ». Une recherche avait suivi, mais elle fut de petite envergure et rapidement abandonnée. L'homme en charge n'était autre que le chef de la police de la ville, Wallace Grant, un homme en qui Daisy n'avait jamais vraiment eu confiance, même enfant. 3 semaines plus tard, un vieux chapeau en cuir appartenant à Monsieur Eugène fut retrouvé près du bord d'un ruisseau, à quelques kilomètres de la maison. Il n'y avait ni corps, ni sang, ni signe de lutte ou d'accident évident. Pourtant, la police avait clos l'affaire avec la conclusion « mort accidentelle par glissade, corps perdu dans le courant ». Les funérailles furent simples, organisées à la hâte. Le cercueil était complètement vide, mais tout de même enterré profondément, comme s'il s'agissait d'un rituel obligatoire. Très peu de parents étaient présents. Parmi eux se trouvait Martin Coldwell, le beau-frère d'Eugène, qui représentait la famille pour prononcer l'éloge funèbre.
Son visage ne portait pas la moindre trace de chagrin, juste un mince masque de courtoisie dissimulant à peine une indifférence froide et effrontée. Et à partir de ce jour, plus personne ne parla d'Eugène, comme s'il n'avait jamais existé. Daisy serra fermement la photo, puis déplia la copie du certificat de décès. À première vue, tout semblait normal, mais maintenant, ses yeux parcouraient chaque ligne, chaque mot, et quelque chose clochait. Date du décès, 12 janvier. Officier certificateur, Wallace Grant. Signature du témoin, nom illisible, simplement marqué MC. Lieu du décès, zone forestière ouest, chute possible d'une hauteur. Elle fronça les sourcils. MC. Martin Caldwell. Martin était le beau-frère de son père, pas un parent direct, et certainement pas quelqu'un ayant l'autorité de confirmer un décès. Et pourtant, son nom figurait sur le document, signé en tant que témoin. Daisy se souvint soudain des funérailles. Martin lisant l'éloge funèbre d'une voix monocorde, ses yeux n'ayant jamais croisé les siens de toute la cérémonie. Il avait évité son regard comme s'il cachait quelque chose. Et maintenant, elle en était sûre, cette mort était loin d'être simple. Daisy posa le document et rouvrit un vieil article de journal. Le titre disait « Eugène Hartley, propriétaire terrien local, disparaît dans la forêt ». Mais ce qui attira son attention n'était pas l'article lui-même, c'était la photo à côté, Eugène, debout à côté de Wallace Grant et Martin Caldwell lors de la signature d'un accord foncier un an plus tôt. Elle expira lentement, les yeux fermés, alors que des souvenirs flous se superposaient. Des disputes sur le refus d'Eugène de vendre la parcelle nord du terrain. Les visites fréquentes de Martin à la maison, jetant toujours des regards autour de lui comme s'il inspectait quelque chose. Les nuits où Eugène fermait à clé le sous-sol et disait à la mère de Daisy de garder le silence dans la maison. Elle se souvint d'un moment longtemps oublié jusqu'à présent, où son père avait dit un jour à sa mère « S'il m'arrive quelque chose, ne fais confiance à personne, surtout pas à Martin ». Elle était trop jeune à l'époque pour comprendre, mais maintenant, il était trop tard pour ignorer. Daisy se leva. La pluie tapotait encore doucement à la fenêtre. Elle regarda vers le jardin, l'endroit même où Carter avait entendu le murmure, où les dalles de pierre fissurées cachaient quelque chose d'enfoui profondément sous terre. Puis elle murmura, plus pour elle-même que pour quiconque, « Eugène, si tu étais vraiment mon père, je ne te laisserai pas ici en bas, dans le noir. » La lampe de chevet jetait une lueur chaude sur la vieille photographie. Eugène Hartley, déclaré mort, souriait dans le cadre, comme s'il n'était jamais vraiment parti. L'horloge murale venait de sonner 1h du matin. La maison était silencieuse, comme si tout à l'intérieur s'était endormi. Mais dans la chambre du rez-de-chaussée, Daisy était toujours éveillée, fixant le plafond. Elle se tourna pour regarder Stéphane. Il dormait sur le côté, une main posée sur sa poitrine, respirant régulièrement. Mais Daisy ne pouvait pas laisser tout cela s'évanouir comme un rêve passager. Elle se redressa doucement, enfila un manteau, puis se dirigea vers la fenêtre. La pluie de la veille avait cessé, ne laissant qu'une fine brume sur l'herbe. Le clair de lune filtrait à travers les arbres, jetant des ombres sur le patio de briques brisées, l'endroit même où Carter avait entendu la voix. La photo de son père, l'avis de décès, la signature MC, tout cela résonnait encore dans son esprit. Daisy se retourna et secoua doucement l'épaule de son mari. « Stephen !» murmura-t-il, ouvrant les yeux d'un air groggy. « Veux-tu venir dehors avec moi ? À cette heure-ci ? Qu'est-ce qui se passe ?» Il se redressa, la voix encore à moitié endormie. « Je dois regarder cet endroit. La zone en briques. Maman. » Stéphane la regarda un instant. « C'est à propos d'Eugène, n'est-ce pas ? Si je me trompe, alors d'ici demain matin, tout le monde pensera que nous avons perdu la tête. Mais si j'ai raison, je pense qu'il y a encore un espoir que mon père soit en vie. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Stéphane ne dit rien pendant quelques secondes, puis il expira et attrapa son manteau. Ils prirent chacun une lampe de poche, une bêche de jardinage et une longue barre de fer. Il faisait froid. La rosée s'accrochait à leurs manches, rendant le tissu épais lourd. Daisy marcha en avant, désignant la parcelle de briques que Carter leur avait montrée la veille. Ici, ils commencèrent à enlever les briques, d'abord les plus lâches, puis en creusant plus profondément. « Ce truc a dû être posé il y a 100 ans, marmonna Stéphane. « Qui construit un patio comme ça ? » « Parce que ce n'est pas un patio, » répondit Daisy, les yeux fixés sur ses mains. Sous la première couche de briques se trouvait une terre molle et humide. À environ 60 cm de profondeur, la pelle de Stephen heurta quelque chose de solide. On dirait du métal. Il creusa encore quelques fois, puis fit levier.
Une plaque de métal courbée apparut, rouillée, piquée par la corrosion. Stéphane la tapota. Le son était profond et creux. Pas un couvercle de fosse septique, pas un conteneur scellé. Quelque chose de plus grand. Daisy s'agenouilla, balayant la boue sur les bords, chuchotant comme si elle avait peur de réveiller quelqu'un. C'est une trappe. Ils glissèrent la barre de fer dans le trou du loquet et firent levier ensemble. La porte métallique laissa échapper un grincement perçant, comme le cri d'un acier rouillé, déformé par des années de silence. Une vague de pourriture, de moisissure et de froid mordant monta. Sous le faisceau de la lampe de poche apparut un puits profond de près de 3 mètres, avec des marches en pierre humide et couvertes de mousse. Les murs étaient construits en pierre posée à la main, un style de construction ancien qui aurait pu remonter à l'époque du grand-père d'Eugène. Daisy regarda Stéphane. « Tu descends avec moi ?» Il hésita. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. « Si Carter ne s'est pas trompé, alors mon père est peut-être encore en vie. » Stéphane prit une profonde inspiration et s'avança, balayant chaque marche de pierre avec sa lampe de poche en descendant. Daisy le suivit de près, une main sur son épaule. Leurs chaussures frappaient la pierre, résonnant en coups sourds et lourds, comme un battement de cœur piégé dans une poitrine. Alors qu'ils approchaient du fond, le faisceau révéla une petite chambre rectangulaire. Des murs de pierre moussue, un lit de camp en bois incliné, quelques affaires éparpillées, une chaise cassée. Pas de lumière naturelle. Aucune issue. Et puis, du coin le plus sombre, un son brisa le silence. Ah! Un faible gémissement, comme un souffle luttant pour exister. Stéphane sursauta, dirigea la lumière vers le son. Une silhouette était assise, affalée contre le mur, frêle, la barbe et les cheveux lui descendant jusqu'à la poitrine, les yeux troubles et bordés de rouge. L'homme leva une main tremblante. Sa bouche bougea. La voix était rauque, chevrotante, mais sans équivoque. « Daisy !» Elle se figea, recula d'un pas. Le bras de Stéphane s'enroula autour d'elle, non pour la retenir, mais pour la rattraper au cas où elle s'effondrerait. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « C'est lui. » « Mon père est en vie, » dit Stéphane, la voix n'étant plus stable. Cet homme, Eugène Hartley, était assis devant eux, ses yeux caves reconnaissant encore Daisy même après 20 ans, même maintenant qu'elle était une femme de 35 ans. Daisy s'avança, les larmes coulant sur son visage. « Papa, c'est moi. » Eugène remua de nouveau les lèvres. Pas de mot cette fois, seulement un souffle, faible, brisé. Mais dans ses yeux ternes et troubles, une étincelle fragile brûlait encore, une étincelle qui avait attendu bien trop longtemps pour revoir sa famille. La chambre froide n'était plus silencieuse, n'était plus la chambre forte maudite dont la ville parlait à voix basse. C'était maintenant une preuve, un témoin vivant d'un crime longtemps enfoui. Et tout ne faisait que commencer. Le vent de la forêt hurlait à travers les fentes de la fenêtre. La maison restait sombre, éclairée uniquement par le faisceau tremblant de la lampe de poche d'un téléphone balayant le couloir. Stéphane portait Eugène sur son dos. Le corps du vieil homme était frêle, cassant, léger comme un manteau trempé, mais il dégageait un mélange âcre de métal rouillé et de moisissure vieille de plusieurs années. Carter se tenait figé à l'entrée de la cuisine, les pieds nus maculés de boue. Il n'avait pas réussi à dormir et avait doucement ouvert la fenêtre pour jeter un coup d'œil dans le jardin, seulement pour assister à quelque chose qui dépassait de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. Sa mère en larmes, son père hissant un vieil homme à la barbe d'argent hors du sol. Aucun d'eux ne parlait. Il n'y avait que le son des respirations lourdes et le bruit humide de la boue qui dégoulinait. « Qui est-ce » murmura Carter. Daisy ne répondit pas. Elle se pencha, caressant doucement les cheveux emmêlés d'Eugène d'une main tremblante. « C'est ton grand-père. » Ils allongèrent Eugène sur le vieux canapé près de la cheminée. Stéphane le couvrit d'une couverture, alluma le petit chauffage à gaz, puis sortit son téléphone pour appeler la docteure de garde du village, Madame Maribel. Même s'il était bien après minuit, elle décrocha tout de suite. « Qu'est-ce qui se passe, Stéphane ? Quelqu'un est blessé ? On a trouvé quelqu'un sous les vieilles fondations. C'est Eugène Hartley. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Restez là. J'arrive dans 15 minutes. » Daisy s'assit à côté d'Eugène, lui serrant la main fermement. Elle était mince, froide et tremblait par vagues. Son pouls était faible, mais stable. Eugène marmonna faiblement, « Daisy, tu es encore petite. Ne cours plus dans les bois. Il fait presque nuit. Papa, c'est moi. J'ai grandi maintenant. Tu es à la maison. Tu es en sécurité. » Eugène ouvrit les yeux, la regarda, mais c'était comme si son regard la traversait. « Où est Doris ?» La voix de Daisy se cassa. «
Maman est partie. Il y a 5 ans. Il referma les yeux. Une larme glissa le long de la ride profonde à côté de son œil. Alors c'est vrai. Je ne rêve pas. Après une longue pause, il reprit la parole, la voix rauque, brisée. Wallace m'a menti. Martin aussi. Ne leur fais pas confiance. Tante Maribel arriva avec sa trousse médicale, entrant comme une rafale de vent froid. Elle ne posa pas beaucoup de questions, alluma simplement sa lampe de poche et plaça sa main ridée sur le cou d'Eugène, vérifiant son pouls et sa respiration. Le doux faisceau jaune illuminait son visage décharné, une barbe naissante argentée couvrant sa mâchoire, de la poussière collée à sa peau et des plaies éparses sur ses joues. Il est en vie, dit doucement Maribel, mais très faible. Je dois vérifier ses réflexes. Eugène n'ouvrit pas les yeux tout de suite. Il gémit seulement faiblement, les lèvres tremblantes. Daisy s'agenouilla à côté du lit, tenant la main de son père, la voix tremblante d'émotion. « Papa, tu m'entends ? C'est moi, Daisy. » Après un moment, les yeux d'Eugène s'entr'ouvrirent. Ses pupilles se contractèrent sous la lumière, mais il vit. Il trembla légèrement, essayant de lever sa main frêle, et murmura « Daisy ». Daisy fondit en larmes. Stéphane le soutint rapidement pour que Maribel puisse vérifier sa tension artérielle. La docteure fronça les sourcils et secoua la tête. Dénutrition sévère, déshydratation prolongée, signe d'inflammation respiratoire, probablement des lésions articulaires dues à une position allongée trop longtemps. Mais ce qui me surprend le plus, elle baissa la voix, c'est qu'il est plus lucide que ce à quoi je m'attendais. Il m'a reconnu, dit Daisy à travers ses larmes. Pas seulement ça, dit Maribel en les regardant tous les deux. Il s'est souvenu du nom de Wallace. Stéphane plissa les yeux. Wallace Grant ? Maribel hocha la tête. Je viens de lui demander qui était le maire, et il a répondu Wallace. Wallace Grant, le traître. Stéphane se tourna vers Daisy, puis dit doucement, je l'ai entendu murmurer tout à l'heure. Ils ont mis en scène l'accident. Ils voulaient la terre. Ils avaient besoin que tu disparaisses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Daisy serra plus fort la main de son père, se penchant près de son visage. Papa, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Eugène prit une inspiration forcée, sa voix rauque et brisée. Ils ont drogué le thé, m'ont rendu confus. Je me souviens être tombé dans un sommeil profond, et quand je me suis réveillé, j'étais déjà dans la cave. De quoi as-tu vécu pendant toutes ces années ? Demanda Daisy, les yeux écarquillés d'horreur. Eugène déglutit difficilement, essayant de calmer sa respiration. Au début, il laissait de la nourriture en conserve, des biscuits, de l'eau. Tous les 2 ou 3 mois, quelqu'un ouvrait une petite trappe et en laissait tomber davantage. Mais ça a commencé à s'espacer. J'ai appris à récupérer l'eau du tuyau de ventilation et j'ai utilisé le feu pour faire bouillir l'eau de pluie. Il fit une pause, puis dit en frissonnant, je mangeais des insectes, des racines qui poussaient entre les pierres. Il y a eu des moments où je pensais que j'étais déjà mort. Carter se tenait près de la porte, osant à peine respirer. Il regarda sa mère, les yeux rouges, ses mains serrant toujours la couverture enroulée autour de son père âgé. « Es-tu sûr que ce sont Martin et Wallace qui ont fait ça ?» murmura Daisy. Eugène fit un léger signe de tête. Ils étaient les seuls à avoir une clé. J'ai refusé de vendre la terre. Martin a perdu son sang-froid. Wallace avait besoin d'argent pour sa campagne. Je n'ai pas voulu signer les papiers, et quelques jours plus tard, j'étais empoisonné. Tu savais qu'il t'avait enfermé là-dessous ? Demanda Stéphane, stupéfait. Oui, dit Eugène, la voix tendue. Je les ai entendus, juste à l'entrée de la cave. Wallace a dit, laisse-le là. Personne ne se doutera de rien une fois les funérailles terminées. Tout cela se tassera. La pièce tomba dans un silence étouffant. Seul le bruit de la pluie tapant contre le toit du porche restait. Eugène tourna la tête vers Daisy. Il me croyait mort. Mais cette terre, je ne les laisserai pas la prendre. Daisy serra la main frêle de son père, hochant lentement la tête. Je te le promets. Cette fois, personne ne te remettra là-dessous. Silence. La pièce semblait figée dans le temps. Carter regarda sa mère, pour la première fois de sa vie, la vie tremblait, non pas de froid, mais d'une fureur silencieuse et grandissante. Ils ont déclaré mon père mort sur le papier, et l'ont laissé en vie dans un trou, murmura Daisy, puis se tourna vers Stéphane. Je ne laisserai pas passer ça, même si je dois exposer toute cette ville. Tante Maribel parla doucement, nous devons garder cela secret pour l'instant. Si la nouvelle se répand trop tôt, il pourrait essayer de finir le travail. Et cette fois, pour de vrai.
Daisy se tourna vers Carter. Il était toujours là, les yeux écarquillés, ses petites mains agrippant les poignets de son pyjama. « C'est toi qui l'as entendu en premier, dit-elle. Carter hocha la tête. « Il m'a appelé. Je l'ai entendu clairement. » Maribel se pencha vers lui, inclinant la tête. « Peux-tu répéter ce qu'il a dit, mon grand ?» Carter hésita, puis ferma les yeux. « Ne me laissez plus ici en bas. » Les mots résonnèrent, non pas comme le radotage d'un enfant, mais comme la clé qui allait révéler une vérité enfouie. Médecins, avocats, justice, ils devraient tous s'impliquer maintenant. Et Daisy savait qu'elle n'était plus seulement la fille d'Eugène Hartley. Elle était un témoin vivant, celle qui allait ramener un vieux cauchemar à la lumière, armée de la vérité. Les matins près de la forêt commençaient généralement par le chant des coqs mêlé au murmure du vent dans les pins. Mais ce matin-là, à l'intérieur de la petite maison de la famille Reine, les sons habituels ou la sonnerie du réveil, le clic de la cuisinière à gaz, le tintement d'une cuillère contre une tasse de thé eût été tous étouffés par autre chose, une agitation lente et brûlante qui couvait à l'intérieur de Daisy. Elle était assise à la table de la cuisine, une main enroulée autour d'une tasse de café qui refroidissait, l'autre feuilletant un vieux carnet. Ses yeux parcouraient l'écriture de son père, légèrement tremblante mais claire et déterminée. Eugène avait parlé par fragments la nuit précédente, mais dans son regard, Daisy avait vu quelque chose qui persistait, sa dernière once de confiance, réservée uniquement pour elle après 20 longues années. Stéphane entra dans la cuisine, tenant une pile de papiers et de vieilles cartes de propriété. « J'ai trouvé ça dans la boîte de rangement du garage. Ce sont des documents d'actifs datant de 1999. » Daisy les prit, ses yeux s'arrêtant sur une ligne. La parcelle de la forêt de l'Ouest, où se trouvait maintenant la maison, avait initialement appartenu entièrement à Eugène. Mais après 2001, une note manuscrite apparut, temporairement transférée à Martin Caldwell. Temporairement ? Daisy fronça les sourcils. Mon père n'a jamais mentionné avoir transféré quoi que ce soit à Martin. Stéphane posa une coupure de journal jauni. The Glenhaven Chronicle, mars 2002, Eugène Hartley porté disparu après un mystérieux incident en forêt. Le shérif Grant déclare un accident. Wallace Grant, expira Daisy. Le meilleur ami de Martin depuis le lycée. Il a même officié au mariage de Martin avec ma tante Myra, la sœur aînée de maman. 2 heures plus tard, ils arrivèrent à la bibliothèque de la ville. La salle des archives était nichée au sous-sol, remplie de milliers de vieux dossiers, de cartes en papier, de rapports d'enquête et d'archives de journaux annuels. Daisy enfila une paire de gants et murmura « Si quelqu'un a falsifié les dossiers, il a dû laisser une trace. » Elle feuilleta les rapports originaux de la disparition. Dans la première déclaration d'incident signée par Wallace Grant, une ligne ressortait « Aucun signe d'acte criminel ». Un fragment de chemise déchirée et des traces de sang considérées comme une preuve de décès. Du sang ? Daisy fronça les sourcils. Ils n'ont même pas trouvé de corps et ils ont appelé ça une mort juste à cause de quelques taches de sang sur un arbre. Stéphane, debout derrière elle, montra la signature. Regarde ici. La signature de Wallace ne correspond pas à son écriture habituelle. On dirait que quelqu'un a essayé de la falsifier. Plus tard dans l'après-midi, alors que la dernière lumière du jour filtrait à travers la fenêtre du salon, Stéphane demanda soudain « Tu te souviens de Madame Myra, ta vieille prof de littérature au collège ?» Daisy leva les yeux, momentanément figée. Ce nom tomba comme une pierre dans les eaux calmes de souvenirs longtemps laissés intacts. Myra Sutton, répéta-t-elle doucement. Elle venait souvent chez nous à l'époque. Mon père l'estimait beaucoup. Chaque fois qu'elle venait, il parlait pendant des heures dans son bureau, de livres, de terres, des affaires de la ville. Elle faisait partie de la famille. Tu m'as parlé d'elle, hocha la tête Stéphane. Elle était la seule à l'école à dire que Eugène Hartley était un homme honnête qui avait été traité injustement. Mais après l'accident, elle a été rétrogradée et a finalement démissionné. Daisy baissa la tête, une image vague refaisant surface dans son esprit. Le jour de la remise des diplômes, Madame Myra debout au fond de la cour de l'école, ne souriant pas, fixant simplement le siège vide où son père aurait dû être. Elle m'a dit un jour, si un jour tu vois quelque chose qui te semble anormal, ne reste pas silencieuse comme nous, les adultes, l'avons fait. Stéphane s'assit en face d'elle, son regard stable. Elle sait peut-être quelque chose. Peut-être qu'elle a encore quelque chose d'important, comme une lettre, murmura Daisy, ou un journal que mon père a écrit mais n'a jamais pu envoyer. Stéphane hocha la tête. Si quelqu'un a jamais entendu Eugène parler de la terre, de Martin, ce serait Myra.
Daisy serra les poings. Je dois la voir. Si quelqu'un détient encore un morceau de la vérité, c'est Madame Myra Sutton. Ils se rendirent à l'école primaire de Glenhaven. Madame Myra Sutton avait maintenant environ 60 ans, les cheveux parsemés de gris, mais les yeux toujours vifs et perçants. Daisy Hartley, où est-ce Daisy Wren maintenant? Mon Dieu, comme tu as grandi. Myra sourit, puis fit une pause. C'est à propos de ton père, n'est-ce pas? Daisy hocha la tête. Il n'y avait pas besoin d'expliquer. Elle sortit une photo récente d'Eugène. Myra la fixa un long moment avant de halter. Oh mon Dieu! Eugène est toujours en vie? Il a prononcé ton nom, enchaîna Daisy. Il s'est souvenu de l'école et a dit qu'il t'avait envoyé quelque chose. Myra la regarda, puis se tourna silencieusement et entra dans son bureau. Elle ouvrit un vieux tiroir et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. Je ne l'ai jamais donnée à personne. Au moment où elle m'est parvenue, la nouvelle était déjà tombée que ton père était parti. Mais Eugène m'avait dit un jour, s'il m'arrive quelque chose, donne ceci à Daisy. Daisy ouvrit la lettre. L'écriture d'Eugène, tremblante mais claire, si je disparais, ne fais confiance à personne d'autre qu'à ma fille. Martin veut la terre, Wallace veut garder son siège. Je ne céderai pas. S'il y a un accident, vérifie les papiers. Je ne suis pas parti de mon plein gré. Elle posa la lettre sur la table, ses doigts agrippant le bord du papier. Nous avons une preuve, murmura Stéphane. Myra ajouta, et si vous voulez obtenir justice, il vous faudra plus que ça. Il vous faudra des témoins. Des gens assez courageux pour dire la vérité. Sur le chemin du retour, le soleil se coucha derrière les pins. Daisy était assise en silence, le regard vide fixé sur la fenêtre. Papa a parlé, dit-elle doucement, avec chaque once de force qui lui restait. Stephen tendit la main et prit la sienne. Et tu ne les laisseras pas l'enterrer à nouveau. Elle hocha la tête, le regard fixé droit devant. C'est ça. Ils l'ont enterré une fois, mais cette fois, je vais tout déterrer. Et le monde entier le saura. Le lendemain matin, le ciel était gris, comme s'il hésitait à pleuvoir. Glenhaven n'avait pas beaucoup changé. Les mêmes vieilles voitures alignées devant la laverie, le vieil homme servant du café au Maple Dîner, et la voiture de police garée à sa place habituelle devant la mairie, comme si le temps s'était figé sur cet endroit. Mais personne ne savait qu'à l'intérieur d'une petite maison à la lisière des bois, un homme que l'on croyait mort était allongé sur un canapé, les yeux fixés au plafond, son souffle aussi fin qu'un fil, et que la vérité qu'il portait pouvait tout détruire. Stéphane vérifiait le réservoir d'eau derrière la cuisine quand la sonnette retentit. Un homme d'une quarantaine d'années, portant un gilet réfléchissant orange et jaune fluo et tenant un presse-papier, entra. « Bonjour. Je suis Rick, inspecteur géologique pour la Crête Ouest. Nous avons reçu un rapport de la ville concernant un risque potentiel d'affaissement de terrain dans cette zone après les fortes pluies. » Stéphane fronça les sourcils. « Nous n'avons déposé aucun rapport. » L'homme offrit un sourire poli. Probablement de l'équipe des services fonciers de Martin Coldwell Construction. Ils ont été engagés par la ville pour évaluer les zones plus anciennes. Je ne suis que le gars qu'ils ont envoyé. Ce nom, Martin Coldwell, glaça le sang de Stéphane. Rick fit le tour de la maison, utilisant un scanner et éclairant les coins avec sa lampe de poche. Lorsqu'il atteignit la cuisine où Daisy préparait des médicaments pour Eugène, il jeta un bref coup d'œil au vieil homme endormi sur le canapé. On dirait que cette maison a été rénovée plusieurs fois. Aviez-vous un sous-sol ici? Daisy se tourna, son sourire avait disparu. Il n'y a pas de sous-sol, et c'est une propriété privée. Nous ne consentons à aucune inspection sans autorisation officielle. Rick fit une pause, hocha la tête. Compris. Nous reviendrons avec les papiers si nécessaire. Mais juste avant de sortir, il ajouta, parfois, il vaut mieux ne pas déranger certaines choses, surtout si elles sont enterrées depuis longtemps. Quelques heures plus tard, Stéphane aidait Eugène à aller à la salle de bain. Carter se tenait à l'entrée, le petit visage tendu d'inquiétude. « Papa, papy bouge si lentement. J'ai peur qu'il tombe. » Stéphane hocha la tête et garda une prise ferme sur le bras de son beau-père. Mais quand ils revinrent, quelque chose n'allait pas. Le plancher en bois du couloir, glissant à cause de l'eau qui fuyait de sous l'évier, brillait sous la lumière. Stéphane chercha un appui sur le mur, mais Eugène, avec ses jambes fragiles, glissa, se cognant doucement la tête contre le cadre de la porte. « Papy !» cria Carter. Heureusement, la blessure n'était pas grave, mais quand Stéphane retourna vérifier la vanne d'eau, il remarqua quelque chose d'étrange. Une section du tuyau en caoutchouc avait été desserrée, tordue. Ce n'était pas naturel,
quelqu'un l'avait trafiqué. Cet après-midi-là, Daisy emmena Eugène à un rendez-vous de suivi. Stéphane resta pour inspecter le reste de la plomberie autour de la maison. Carter fut autorisé à descendre à la petite épicerie de la ville, celle avec la machine à glace gratuite pour les enfants. Il était sur le point de rentrer chez lui, un sac de biscuits à la main, quand il se figea au milieu de l'allée. Au fond, derrière les étagères de soda, se tenait Martin Caldwell, grand, les cheveux argentés, la voix profonde, et Wallace Grant, en uniforme de police. Martin se pencha, sa voix basse et tranchante comme une lame, « Si ce vieil homme parle, tout ce que nous avons couvert s'effondrera. » Wallace regarda autour de lui, abaissant sa casquette. « Fais en sorte que tout ait l'air normal. Mais s'il pense ouvrir la bouche ?» Il fit une brève pause, puis ajouta, « Je connais quelqu'un qui peut le faire taire pour de bon. » Carter se plaqua contre le mur, le cœur battant comme un tambour. De la poche de sa veste, il sortit un vieil enregistreur, celui que sa mère utilisait en classe. Il appuya sur le bouton rouge. Un faible bip retentit, mais c'était suffisant. Il captura les dernières secondes, « Occupe-toi de lui avant qu'il ne dise un mot. » Cette nuit-là, Carter était assis dans sa chambre, les lumières éteintes. L'enregistreur reposait sur son bureau, sa lumière rouge clignotant doucement. Il ne dit pas un mot, ne montra rien à sa mère, n'appela pas son père. Il resta juste là, les yeux écarquillés, les mains agrippant l'enregistreur comme si c'était une bombe à retardement. Dehors, le vent balayait le jardin. L'endroit où Carter avait entendu ce murmure était maintenant d'un silence de mort. Mais il savait que ce silence n'était pas la paix. C'était l'obscurité qui changeait de forme. Plus bas dans la rue, un camion jaune était immobile. À l'intérieur, Rick, l'homme au gilet réfléchissant, tenait un téléphone, les yeux fixés sur la maison. « J'ai vérifié le terrain, dit-il dans le récepteur. Ils ont creusé. Et Eugène est toujours en vie. » À l'autre bout du fil, la voix de Martin était glaciale. « Alors finis-le. Je ne veux pas qu'il refasse surface en public. » Rick hésita. Il y a un gamin. Le fils de sa fille. Il a fouiné partout, il observe tout. Ce n'est pas le genre qu'on peut appâter avec des bonbons. Silence. Puis Martin répondit lentement, « Alors, fais-lui peur. Les enfants qui ont peur savent se taire. » Rick rangea le téléphone dans sa poche, les yeux toujours rivés sur la fenêtre où Carter venait de tirer le rideau. La pluie tapotait régulièrement sur le toit du camion, et pour la première fois, ce qu'il craignait n'était pas Eugène. C'était un garçon de 9 ans qui osait écouter. Carter rapprocha la petite chaise en bois du lit, faisant attention de ne pas faire de bruit. Il grimpa et s'assit sagement, les deux mains posées sur ses genoux, comme s'il attendait un signal que seuls les enfants peuvent entendre. Sur le lit, Eugène avait toujours les yeux fermés. Son visage décharné et sa peau ridée baignaient dans la faible lumière du soleil qui filtrait à travers les fins rideaux. « Papy, » murmura Carter, « j'ai apporté l'enregistreur aujourd'hui. Si tu veux continuer à raconter l'histoire d'hier. » Il fit une pause, étudiant le visage de son grand-père. Un coin de la bouche d'Eugène tressaillit légèrement, puis, très lentement, il ouvrit les yeux. L'odeur de menthe poivrée du diffuseur à côté du lit flottait doucement dans l'air. Personne ne pressait, personne n'interrompait. C'était juste deux, un enfant silencieux qui écoutait, et un homme à la fin de sa vie, ayant enfin la chance de dire des mots que personne n'avait jamais cru. Eugène Hartley, l'homme que toute la ville croyait mort depuis 2 décennies, était là, mince comme un squelette, les cheveux et la barbe blancs, le visage creux, mais les yeux tenant encore une lueur de vie. Il ne dormait pas. Il revisitait sa vie à travers les yeux d'un petit-fils qu'il n'avait jamais eu la chance de tenir dans ses bras. Une petite flèche dans 3 cercles, dit Carter. C'est entre 2 briques cassées. Le premier jour où je suis allé dans le jardin, j'ai cru que quelqu'un avait juste gribouillé par terre. Eugène ferma les yeux, sa respiration semblant ralentir. Je l'ai dessiné avec mon sang. Je n'étais pas sûr que quelqu'un comprendrait. Mais si quelqu'un faisait attention, il saurait que quelque chose était enterré là-dessous. Carter serra doucement sa main. Je comprends maintenant, papy. Après un moment, Eugène commença à parler. À l'époque, je ne comptais pas aller loin. Il y avait encore des choses que je n'avais pas finies. Puis, un soir, quelqu'un m'a invité à dîner. Il a dit que c'était juste pour parler, rien de plus. J'étais fatigué, mais j'y suis allé quand même. Eugène fit une pause, les yeux dérivant vers le plafond. Ce dîner, je me souviens de l'odeur de la nourriture, du cliquetis de la vaisselle. Puis quelqu'un a versé du vin. Après ça, plus rien. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans la cave. Obscurité totale, froid.
Je ne pouvais pas dire si c'était le jour ou la nuit. Personne n'appelait, personne ne répondait. Carter était assis, figé. Il n'avait jamais rien entendu de tel un jour, quelqu'un s'est tenu au-dessus. Il a jeté un journal. Il a dit que j'étais mort. M'a dit que si jamais j'essayais de sortir, les gens me croiraient fou ou m'accuseraient d'être un imposteur. Tu as appelé quelqu'un ? Demanda Carter. Bien sûr que oui. J'ai crié. J'ai martelé les murs. J'espérais que quelqu'un qui passait par là entendrait. Mais personne n'est venu. Seule une femme de ménage a posé des questions, et le lendemain, elle avait disparu de la ville. Alors, comment as-tu survécu là-dessous ? Eugène ferma les yeux, sa voix plus rauque maintenant. Au début, ils envoyaient de la nourriture par un tube, une fois par jour. Jamais assez, mais pas assez pour mourir de faim non plus. Je suppose qu'ils voulaient que je reste en vie, mais que personne ne le sache. Tu attendais que quelqu'un te trouve ? Demanda doucement Carter. Eugène regarda le garçon pour la première fois, ses yeux s'illuminant faiblement, brillant malgré le voile de l'âge. Non, je n'attendais personne. Je pensais juste que si un jour quelqu'un écoutait vraiment, alors au moins, j'aurais laissé un signe. Je l'ai vu, murmura Carter, et je t'ai entendu. Même si je ne savais pas que c'était toi au début. Mais tu t'es arrêté, dit lentement Eugène. Tu n'es pas parti comme les autres. Tu as regardé de près. Tu ne t'es pas détourné. Le silence s'installa entre eux. Carter baissa la tête. Il ne savait pas quoi dire. Il tenait simplement la main de l'homme. Elle était encore froide, mais ne tremblait plus. Eugène ferma doucement les yeux et sourit faiblement. Tu es le premier enfant qui a vraiment écouté. Carter inclina la tête, les yeux brûlants. Il n'était pas doué pour les grands mots. Il serra juste plus fort. Dehors, dans le couloir, Daisy se tenait immobile, pressée contre le mur, écoutant chaque mot. Elle n'entra pas, mais ses épaules tremblaient. Elle comprenait. Son père ne l'avait jamais vraiment abandonnée. C'est elle qui avait dû continuer à vivre avec un mensonge. La lumière du soir se déversait dans le vieux couloir en bois. Dans cette petite pièce, entre deux générations, un pont venait d'être reconstruit. Non par le sang, mais par la croyance. Eugène se reposa, les yeux fermés. Carter resta à ses côtés, immobile. Dans sa main, le vieil enregistreur de sa mère fit un léger clic. Il avait tout enregistré ce qu'Eugène avait dit. Cette fois, personne ne pourrait jamais prétendre qu'il avait inventé. Le ciel était couvert. De grands nuages balayaient rapidement les toits de tuiles rouges délavés de Glenbrook. Personne ne le disait à voix haute, mais toute la ville semblait retenir son souffle, un sentiment tacite que des secrets trop longtemps enfouis commençaient à remuer. À l'intérieur de la maison des reines, la petite cuisine s'était transformée en un centre de commandement officieux. La table était couverte de vieux papiers, de photographies, de cartes et de notes manuscrites. Myra Sutton, l'ancienne professeure de Daisy et maintenant directrice du lycée, dépliait soigneusement une lettre jaunie d'une enveloppe scellée et tachée. Une lettre d'Eugène à l'avocat Rossman, datée de mars 2002. Il mettait en garde contre l'ingérence de Martin et Wallace et demandait à l'avocat de retarder tout transfert de propriété s'il venait à disparaître soudainement, murmura Myra. Daisy se pencha pour lire. Elle reconnut immédiatement l'écriture familière, inclinée vers la droite, un peu tremblante, de ce père qu'elle avait cru mort. La dernière ligne disait « Si je disparais, ne laissez pas ma fille croire que je l'ai abandonnée. » Elle ravala ses larmes. « Nous devons prouver que mon père n'était pas fou. Il n'a pas disparu de lui-même. Il a été victime d'un complot organisé pour lui voler tout ce qu'il avait. » Myra hocha la tête, la voix ferme. « Il nous faut un témoin. Quelqu'un qui a vu quelque chose et qui est encore en vie pour raconter l'histoire. » Benjamin Price, un journaliste indépendant connu pour ses enquêtes sur les disparitions mystérieuses dans les petites villes, avait rejoint le groupe après avoir lu le court article de blog de Myra intitulé « L'homme qui a survécu à la cave de pierre ». Il avait entendu de vagues rumeurs sur la famille Hartley au fil des ans, mais n'avait jamais trouvé de preuves solides jusqu'à présent. « Très bien, » dit Benjamin en tirant une chaise et en ouvrant son ordinateur portable. « Je vais parler à Madame Edna. » Selon les anciens registres, elle était la dernière gouvernante du domaine Hartley et elle a disparu sans explication, juste un jour après la disparition d'Eugène. « Est-elle toujours en vie ?» demanda Daisy. « À la maison de retraite de Maplewood, à la périphérie de la ville. Mais selon le personnel, elle parle rarement et refuse souvent de parler du passé. » Cet après-midi-là, Benjamin se rendit à Maplewood, portant un dossier usé et une photo en noir et blanc du jardin des Hartley.
Madame Edna, les cheveux argentés, frêle mais les yeux toujours vifs derrière d'épaisses lunettes, le regarda à travers la porte entr'ouverte. « Wallace Grant », répéta-t-elle à sa première question, la voix sèche. « Je ne connais pas cet homme. » Benjamin ne montra aucune déception. Au lieu de cela, il sortit doucement une photographie et la posa sur la petite table à côté de la théière. « J'ai juste besoin de savoir ce que vous avez vu cette nuit-là. La nuit où Eugène a disparu. Vous étiez dans cette maison. Cette photo a été prise quelques semaines plus tôt. Vous étiez encore inscrite sur le registre du personnel de la famille. » Edna regarda la photo, où pour la première fois depuis le début de la conversation, ses yeux changèrent, lentement mais visiblement. Plus d'évitement, plus de vide. « Juste la vérité, dit doucement Benjamin. Vous n'avez plus à avoir peur d'eux. » Edna laissa échapper un long soupir, comme si le secret qu'elle portait était finalement devenu trop lourd. « Cette nuit-là, j'ai entendu quelque chose d'étrange dans le jardin. Au début, j'ai cru que c'était un raton laveur. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu un homme portant un chapeau à large bord et un long manteau s'éloigner de l'arrière de la maison. C'était Wallace. Sans aucun doute. J'ai travaillé avec cet homme pendant 10 ans. L'avez-vous dit à quelqu'un ? Demanda Benjamin, la voix douce. Martin m'a appelé dans le salon le lendemain. Il a dit, si vous mentionnez encore Wallace, vous ne trouverez pas de travail à moins de 150 km d'ici. Et il était sérieux. J'ai été renvoyé le jour même. Benjamin hocha légèrement la tête. Merci, Edna. Vos mots seuls ne tiendront peut-être pas devant un tribunal, mais si je trouve des preuves à l'appui, seriez-vous prête à signer une déclaration officielle ? Edna le regarda très longtemps, puis hocha lentement la tête. Si ça peut aider cette fille, Daisy, je le ferai. Plus tard dans la nuit, Daisy était assise à côté du vieux coffre en bois que sa mère avait autrefois gardé. Sa mère, Hilda, était morte d'une chute dans les escaliers quand Daisy avait 14 ans. Cette chute avait toujours laissé une étrange cicatrice tacite en elle. Dans un compartiment caché au fond du coffre, elle trouva un petit carnet. Les pages étaient jaunies mais l'écriture était encore claire. Martin n'arrête pas d'éviter Eugène chaque fois qu'on parle de la Terre. Quelque chose ne va pas. J'ai peur. La dernière entrée était datée de la veille de la mort de Hilda. Je dois le dire à Eugène. Mais Martin est venu à la maison la nuit dernière. Il m'a parlé dans la cave pendant un long moment. Aujourd'hui, les escaliers sont cassés. Daisy sentit le sang quitter sa colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Ailleurs dans la maison, Carter et Stéphane travaillaient ensemble pour ouvrir la serrure rouillée sous l'escalier du sous-sol, l'endroit où Eugène avait été gardé. Je l'ai vu l'autre jour, couvert de poussière, mais je n'ai pas osé y toucher, murmura Carter. Stéphane fit levier doucement avec une paire de pinces. La serrure sauta après quelques tentatives. À l'intérieur de la cavité en pierre se trouvait une vieille boîte en fer blanc remplie de papier délavé, encore scellé. Le testament manuscrit d'Eugène Hartley. Moi, Eugène Hartley, lègue la pleine propriété du domaine de Glenbrook à ma fille, Daisy Hartley. Personne d'autre ne peut s'en mêler sans ma présence, lut Daisy à voix haute. Myra se tourna vers Benjamin. Besoin d'une preuve plus claire ? Benjamin hocha la tête. Il ne reste plus qu'une étape. Mettre tout cela en lumière. À cet instant, ils n'étaient plus seulement des individus. Ils étaient une équipe, un groupe de personnes qui osaient parler, qui osaient s'opposer à ceux qui avaient cru pouvoir réduire au silence toute une ville. Et cette fois, leur voix porterait plus loin que n'importe quel mensonge. Ce matin-là, la place de la ville de Glenbrook était plus bondée que jamais. Les gens se pressaient autour de l'ancienne mairie, temporairement transformée en lieu d'une audience à huis clos. Il n'y avait pas de grands médias, pas de porte-parole de l'État, seulement des voisins, des commerçants familiers, et même ceux qui avaient autrefois cru Eugène Hartley mort depuis longtemps. En haut des marches, une longue table drapée d'un tissu gris. Au centre, 3 commissaires municipaux, les visages tendus. Martin Caldwell entra par une porte latérale, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, serrant la main de quelques vieilles connaissances. Le shérif Wallace Grant le suivit de près, évitant tout contact visuel, une main agrippant le pistolet à sa hanche, un réflexe plus qu'autre chose. Un murmure parcourut la foule. Les portes arrière s'ouvrirent. Stéphane apparut, guidant doucement Eugène dans la pièce. L'air semblait suspendu. L'homme présumé mort depuis plus de 2 décennies se tenait maintenant devant eux, en chair et en os. Ses mains tremblaient, mais son regard restait fixe. « Monsieur Eugène Hartley souhaite parler », annonça Myra, sa voix claire et inébranlable.
Il est actuellement sous tutelle familiale temporaire avec l'autorisation spéciale de son médecin. Eugène fit un léger signe de tête. Sa voix était rauque, mais ferme. Je n'ai jamais été mort. J'ai été trahi, emprisonné sous ma propre maison. Et maintenant, les gens doivent entendre la vérité. Personne ne bougea, personne ne questionna. Benjamin se leva de l'audience, tenant le vieil enregistreur de Carter. J'ai un enregistrement capturant un échange entre deux individus, Martin Caldwell et Wallace Grant. Je demande à tout le monde d'écouter. Il appuya sur lecture. La jeune voix de Carter se fit entendre, ils ont dit qu'il fallait s'en occuper avant qu'ils ne disent quoi que ce soit. Je l'ai entendu clairement. Puis, la voix grave d'un homme suivit, s'il ouvre la bouche, on est tous finis. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Wallace. Une vague de halètements et de murmures balaya la pièce. Martin bondit sur ses pieds. Pure invention. Vous croiriez un enfant? Ce vieil enregistreur n'est pas une preuve recevable. Mais Mira s'était déjà avancée, tenant une lettre usée dont l'écriture avait été vérifiée. Ceci est une lettre manuscrite de M. Eugène Hartley datée d'avril 2002, adressée à l'avocat Rossman, jamais envoyée. Il y écrit clairement, si je disparais, Wallace Grant et Martin Caldwell doivent être tenus pour responsables. Le visage de Wallace devint cendré. Martin agrippa fermement l'accoudoir de sa chaise. Daisy se leva, la voix ferme. Et voici le testament rédigé par Eugène lui-même, empreinte digitale vérifiée. Il nomme un seul héritier, moi. Ethan Lynn, le nouvel avocat de la famille Hartley, s'avança et tendit un dossier au conseil municipal. Voici des documents montrant que Martin Caldwell a transféré près de 340 000 $ du fonds de développement foncier de la ville vers son compte personnel au cours des 3 dernières années, à partir de l'année où M. Eugène a disparu. La salle explosa. Plusieurs personnes se levèrent. Quelqu'un cria, « Il nous a volés !» Wallace se mit debout. Je ne faisais que suivre le protocole. Personne ne m'a demandé de rouvrir l'affaire de la personne disparue. Je ne savais pas qu'il était en vie. Puis vint une voix, petite mais claire et inébranlable, qui trancha toutes les excuses dans la pièce. Il me l'a dit. Je l'ai entendu clairement. Tout le monde se tourna. Carter, dans une chemise bleu pâle, s'avança depuis le premier rang. Il regarda directement le conseil, puis se tourna vers la foule. Personne ne m'a cru. Mais je l'ai entendu parler. Ne me laissez pas ici en bas. Et j'ai dit à ma maman que je ne mentais pas. Eugène sourit à travers ses larmes. Il leva la main vers son petit-fils, ses doigts tremblants mais pleins de fierté. Un long silence tomba sur la pièce. Le commissaire municipal se leva enfin. Nous allons établir un comité spécial pour transmettre cette affaire au niveau du comté. Il existe des motifs suffisants pour une enquête criminelle. État Eugène Hartley, bienvenue à la maison. Des applaudissements éclatèrent, d'abord épars, puis balayant la salle. La tension suffocante qui avait tenu la pièce en otage pendant près d'une heure fit place à une émotion brute, non seulement pour la justice enfin rendue à Eugène, mais pour un enfant assez courageux pour parler et être enfin entendu. Tôt le matin, la vieille maison à la lisière de la forêt baignait dans une douce lumière dorée. La pelouse autrefois envahie par la végétation avait été soigneusement tondue, le mur couvert de mousse était fraîchement peint, et une pancarte en bois accrochée au portail portait une simple inscription « Maison d'Eugène Hartley, 1942 ». Eugène était assis sur une chaise tressée à la main sur le porche, une couverture en laine sur ses genoux, une tasse de thé chaud à la main. Carter était assis à ses pieds, ses petits doigts maladroitement posés sur les touches d'un vieux piano en bois. Les premières notes retentirent, fausses mais pleines de détermination. « Tu joues un fa au lieu d'un sol », dit Eugène, sa voix beaucoup plus forte qu'avant. « Réessaie. Cette fois, ne regarde pas tes mains. » Carter serra les lèvres et hocha la tête. Daisy sortit, tenant une photographie fraîchement encadrée. À l'intérieur, une photo en noir et blanc, un jeune Eugène tenant la petite Daisy dans ses bras, une petite guitare à côté d'eux. Elle posa le cadre sur le rebord de la fenêtre. « Je veux que mon fils apprenne de celui qui m'a appris, » dit-elle doucement, les yeux embués. Au loin, le grondement des roues d'un camion roula sur le chemin de terre. Benjamin Price, le journaliste qui autrefois ne croyait pas Carter, était depuis devenu un visiteur régulier de la petite maison. Il apportait avec lui une liasse de journaux imprimés. En première page, un titre en gras disait « Ne le laissez pas là en bas », a dit le garçon, et toute la ville a écouté. L'histoire s'est répandue dans tout l'État, dit Benjamin en tendant le journal à Eugène. Je n'ai jamais vu quelque chose devenir viral comme ça.
Cette seule phrase, elle a remué quelque chose de profond chez les gens. Eugène tourna la page, les mains tremblantes, les yeux se remplissant de larmes. Je pensais que j'allais mourir sous terre et que personne ne se souviendrait même de mon nom. Benjamin secoua doucement la tête. Vous n'êtes pas mort. Vous avez été enterré. Mais les gens vous ont entendu, parce que Carter vous a donné une voix. Quelques jours plus tard, une petite cérémonie eut lieu sur la terre même qui avait été prise par Martin. Une plaque commémorative y fut placée, en pierre noire lisse, gravée en lettres d'argent, pour les voix qui furent un jour enterrées. La justice commence par la vérité. Et la vérité commence quand quelqu'un choisit d'écouter. Daisy se tenait à côté de Mira, maintenant plus qu'une simple directrice d'école, mais une véritable compagne. Mira avait organisé une assemblée spéciale pour les élèves du collège, axée sur la justice, le courage et le pouvoir de la voix d'un enfant. Nous avions l'habitude d'apprendre aux enfants à se taire devant les adultes, dit Mira à la foule. Mais aujourd'hui, un garçon de 9 ans nous a rappelé que la vérité n'a pas d'âge. Carter, tenant un micro, regarda autour de lui. Il y avait des camarades de classe, des adultes, des journalistes, même certaines des personnes qui avaient douté de lui. Mon grand-père est resté sous terre pendant 20 ans, dit lentement Carter. Mais il n'était pas silencieux. Il m'a appelé. Et je l'ai entendu. Je ne suis pas spécial. Je l'ai juste cru. Pendant un instant, personne ne parla. Puis vinrent les applaudissements. Pas forts ou spectaculaires, mais constants, sincères. Ce soir-là, le vent s'était calmé. Eugène était assis seul dans le petit jardin derrière la maison. Le clair de lune filtrait à travers les feuilles, jetant des ombres douces sur son visage buriné, maintenant calme pour la première fois en 20 ans. Il murmura, « Je n'ai pas rêvé des murs de pierre. » De la fenêtre, Carter regarda et sourit doucement. Il n'y avait plus personne sous terre, plus de vérité enfouie, plus de vieil homme oublié. Seulement un être humain revenu à sa juste place dans le monde. Peut-être que ce qui nous touche le plus, ce n'est pas seulement la vérité qui est révélée, mais qu'un garçon de 9 ans ait choisi d'écouter, alors que le reste du monde passait son chemin. L'histoire de Carter et Eugène n'est pas seulement une histoire de justice. C'est un rappel que parfois, les plus petites voix sont celles qui portent le plus loin, si nous sommes prêts à nous arrêter, à croire et à parler. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Avez-vous déjà été le seul à croire en quelque chose que personne d'autre ne croyait? Qu'avez-vous fait? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires. Je veux vraiment vous lire. Et, comment allez-vous ces derniers temps? Si aujourd'hui a été une journée difficile, j'espère que cette histoire vous a apporté un peu de chaleur. N'oubliez pas de boire quelque chose de chaud, de vous reposer un peu, ou simplement de prendre une profonde et lente respiration, parce que vous méritez que l'on prenne soin de vous. Merci d'être là, non seulement en tant que spectateur, mais comme membre de cette communauté de bienveillance et d'empathie.